je vais vous parler plutôt d'un sujet important qui est l'hypercroissance. Bienvenue pour cette nouvelle édition des Chroniques Melchion pour l'entrepreneur. Chaque semaine, 10h30, le vendredi, on vous fait un petit topo sur des sujets qui nous paraissent importants pour l'entrepreneur. Bah oui, parce que avec Patrick, on a un petit secret. C'est que souvent le thème de nos chroniques est pris de notre expérience de la semaine même. Et donc, j'étais cette semaine en train de parler avec un de nos clients qui est en train de passer de 100 collaborateurs, un peu moins, 80, et qui va passer à 1000 collaborateurs. C'est un gros enjeu, hein. Et alors, ce qui est fascinant, c'est qu'en fait, il savait qu'il avait de la croissance devant lui, mais il n'avait pas vraiment regardé ce que ça voulait dire. Et donc, on a fait l'exercice de mettre sur le papier tout le potentiel qu'il avait, qu'il pensait pouvoir réaliser, et ce que ça demandait en moyens humains et financiers. Et là, il a réalisé que, ah bah ouais, tu as raison, en fait, on va passer de 100 à 1000. Et c'est un changement considérable. Alors, l'objectif de cette chronique, c'est de vous permettre de mieux comprendre les dangers de l'hypercroissance par ses effets sur les finances et sur les ressources humaines, et puis de comprendre comment on peut surfer l'hypercroissance. Alors, les impacts de l'hypercroissance sur les finances, elles viennent de plusieurs raisons. Il y a une première raison, c'est qu'on a une tension sur le BFR. Le BFR, c'est un terme barbare qui veut dire le besoin en fonds de roulement. C'est en fait l'argent qu'on immobilise dans l'entreprise juste pour servir ses clients. Donc, ça reprend plusieurs choses. Ça reprend les stocks de matières premières ou les stocks de produits en cours de fabrication. Plus on a un chiffre d'affaires qui augmente, plus ce stock va augmenter assez naturellement. Et plus ce stock augmente, plus c'est de l'argent qu'il faut laisser à l'intérieur de son entreprise. De la même façon, il y a de l'argent qu'on immobilise, c'est le crédit qu'on fait à ses clients. Si les clients ne payent pas au moment de la livraison, eh bien, c'est donc de l'argent qu'on ne reçoit pas maintenant, alors qu'on a payé des salaires, on a payé du stock, on a payé des loyers. Donc, c'est un investissement là aussi. En général, c'est en partie compensé par le fait qu'on a des fournisseurs qui vont nous prêter plus d'argent, mais la compensation n'est pas forcément la même. Donc, face à tout ça, il y a avec la croissance une augmentation d'un besoin qui est ce BFR. Il y a un autre sujet qu'on voit moins, c'est le fait qu'on va avoir une volatilité qui va, elle aussi, en général, se développer. Une volatilité, ça veut dire que un mois, on va faire 10, un mois, on va faire 50, un autre mois, on va faire 5, un troisième mois, on va faire 25. Et toutes ces variations dans le chiffre sont très importantes parce que c'est des dépenses qui vont exploser et un chiffre d'affaires qui va arriver plus tard, puis un chiffre d'affaires qui arrive alors qu'on a plus de dépenses ou alors qu'on a fait trop de dépenses par rapport à ce qu'on a vraiment réussi à réaliser ce mois-ci. Donc, toute cette espèce de va-et-vient entre des chiffres d'affaires qui n'arrivent pas exactement comme on veut et des dépenses qu'on essaye de faire pour anticiper un chiffre d'affaires, avant que ça se stabilise, on a un sujet.
Mais on a aussi un sujet de désorganisation. C'est-à-dire souvent, cette volatilité, elle tient au fait qu'on n'est pas optimisé, qu'on n'a pas bien travaillé son sujet parce qu'il est un peu nouveau, parce que les clients, ce pas des clients qu'on connaît encore parfaitement. Donc, on est désorganisé en achetant trop par rapport aux commandes. On est désorganisé en ayant du mal à livrer en temps et en heure les clients. Ça augmente donc la volatilité. Donc, ça augmente, par exemple, l'écart qu'il y a par rapport à une moyenne en banque. Eh ben, on va avoir beaucoup plus souvent des comptes dans le rouge, même si après ils sont très hauts dans, 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 euh, dans le vert. Le marché qui est un peu nouveau et qui est pas très maîtrisé fait qu'on on va faire des projections qui vont être juste globalement sur l'année, mais qui peuvent être très, très, très différentes d'un mois sur l'autre. Voilà, c'est un effet qu'on sous-estime en général, mais sachez que la volatilité, c'est un ennemi, notamment face aux banquiers. Les banquiers euh, vont perdre confiance euh, pour, euh, pour plusieurs raisons. Il y a une raison qui est qu'ils sont habitués, quand ils voient un client partir dans l'hypercroissance, avoir des accidents de croissance. Ils sont aussi stressés par l'augmentation du BFR. Donc, vous voyez plus haut. Ils voient le BFR augmenter et pour eux, bah, c'est un engagement de plus en plus important qu'ils doivent faire pour éventuellement le couvrir. Ils sont aussi très stressés par la volatilité. Pour le banquier, voir un compte en banque qui part de manière erratique vers le haut et vers le bas, il ne regarde pas la moyenne. Hein. Il regarde le combien ça part vers le bas quand ça part. Et puis quand il voit que ça bouge dans tous les sens, il se dit que apparemment, ce n'est pas bien géré. Et il va finir souvent par créer ce qu'on appelle une prophétie autoréalisatrice, self-fulfilling prophecy. C'est il va se dire, mais là, ça va mal se passer, donc il faut que je coupe mes engagements. Et du coup, ça fait tomber l'entreprise et il peut dire, ah ben, je le savais, heureusement que j'ai coupé mes engagements. Il va être responsable de cette chute éventuellement. Et donc, il va avoir eu raison d'avoir perdu confiance, peut-être parce que justement, on était mal organisé, qu'on avait un marché non maîtrisé, qu'on avait une volatilité qui devenait insupportable, peut-être parce qu'on avait un BFR qui augmentait plus vite que ce qu'on est capable de le payer, c'est-à-dire plus vite que la marge qu'on réalise avec ces nouveaux clients. Donc, c'est un problème de modèle. Donc, il peut avoir raison. Et puis, il peut aussi être victime d'un heuristique qui est pas adapté. Alors, voyons maintenant l'impact sur les ressources humaines. Euh, L'impact sur les ressources humaines, c'est qu'on a un risque important sur la culture qui a permis ce décollage. Donc, c'est tout à fait possible qu'on en vienne à recruter des gens qu'on n'aurait jamais recrutés parce qu'on a besoin, qu'on n'a pas le temps de les intégrer et donc d'en faire enfin, de maintenir comme ça ce qui faisait l'esprit initial de l'entreprise. Et puis, un troisième point, c'est qu'on a face à nous des prédateurs. Ils existent. On appelle ça des psychopathes, des sociopathes. Et en général, ils sont très attirés par les situations chaotiques. Donc, on a un vrai risque au niveau de cette période où on manque toujours de personnel, où on ne s'est pas bien organisé pour recruter, où on ne s'est pas bien organisé pour former et où on a finalement des contrôles sur nos ressources humaines qui ne sont pas parfaites.
On a aussi la difficulté de recruter qui va faire un manque de ressources humaines. Et quand on a une croissance qui est tout à fait tenable en termes de finances, parce qu'on gagne suffisamment, on a une marge nette ou une marge dans les ventes qui est très, très supérieure à ce que ça nous coûte en, 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 en BFR. Ben, donc, du coup, l'argent n'est plus le problème, mais l'incapacité à servir, le fait qu'on ne va pas pouvoir répondre à la demande du client va devenir le problème. Et puis, un troisième point, c'est qu'on est dans un système de comptabilité, et c'est des choses qu'on a déjà évoquées dans le passé, qui font que la ressource humaine n'est pas un investissement. C'est-à-dire que si, par exemple, vous payez une société extérieure pour vous réaliser un logiciel, eh ben, vous allez pouvoir dire ce logiciel, c'est un investissement et donc ça vient dans la colonne des investissements. Ce n'est pas un profit, c'est pas une perte de profit, c'est un usage de mon profit pour me préparer au futur. Mais si vous faites la même chose en interne avec vos propres troupes, ça devient très compliqué. C'est possible, mais c'est compliqué de signifier à votre comptable que ça, c'est un investissement. Donc, il y a un écart entre un EBE réel, c'est-à-dire j'ai gagné 6 millions et j'ai réinvesti 3 pour créer mon logiciel, et un EBE fiscal, c'est fiscalement, tu as peut-être gagné 6 millions et investi 3, mais moi je vois que tu n'as fait que 3 de profit. Quand je dis 3, c'est 0 en général. On a gagné 3 millions et puis on les a tout de suite réinvestis et donc on a 0 de profit. Ah oui, mais je ne comprends pas, vous allez un peu trop vite vu les profits que vous faites. Comme on ne voit pas ces ressources humaines comme investissement, en général, on ne compte pas la formation, on n'envisage pas la formation comme cet investissement dont on a besoin en permanence. Donc ça, c'est l'impact, c'est les deux impacts majeurs que l'hypercroissance va avoir sur la ressource financière d'une part et la ressource humaine de l'autre part. Donc la question vraiment importante, c'est du coup, comment surfer la vague? Comment faire pour être capable de bénéficier de cette extraordinaire croissance qui s'offre à nous? Alors, comment surfer la vague? Comme un surfeur. Donc, il faut garder l'équilibre, il faut garder la vitesse, il faut garder la vague pour soi, parce que souvent, vous voyez dans des concours de surf, deux surfeurs qui ont envie de surfer la même vague, il ne faut pas se laisser couper la route par l'autre. Et puis, il faut travailler les gestes réflexes, c'est-à-dire qu'on n'est pas, quand on est sur la vague, dans le moment où il faut se rappeler de comment on tient debout et comment on fait pour tourner. Il faut que ça devienne, il faut qu'on soit dans le geste qui ne nécessite pas de réfléchir. Alors, voyons ça dans l'ordre, garder l'équilibre. Eh bien, qu'est-ce que ça veut dire pour l'entreprise qui est dans cette hypercroissance? Eh bien, c'est s'efforcer de trouver un équilibre financier. Donc, un équilibre entre la croissance du BFR qu'on a vu et la génération de marge que ces nouveaux clients nous permettent de faire. Donc, c'est toujours très important de réussir à minimiser le BFR. Et le minimiser, c'est une question de business model. C'est le fait d'avoir demandé à ses clients de payer avec de l'avance. C'est le fait d'avoir demandé à ses fournisseurs de faire un effort sur le financement. C'est le fait d'avoir réussi à travailler avec des stocks très réduits. Tous ces éléments-là vont faire que la croissance du BFR peut ne pas être si importante que ça dans une croissance des ventes. Et si cette croissance des ventes se fait avec des prix très bien calculés, et on a déjà parlé de l'impact des prix dans la vie de l'entrepreneur,
eh bien, on va avoir cette croissance qui va apporter la marge très largement suffisante pour financer cette augmentation modérée du BFR qu'on a réussi à imposer. L'autre équilibre, c'est l'équilibre humain. Eh bien, vous allez devoir faire en sorte qu'entre les anciens et les nouveaux, il y ait une forme d'équilibre pour que les anciens ne se comportent pas en dictateurs, mais qu'ils continuent leur rôle d'inspirateur ou de promoteur de la culture initiale qui a permis ce décollage. La formation va être un élément important, notamment la formation au management. Alors, c'est assez intéressant de voir que finalement, on ne forme pas beaucoup au management. On imagine que les gens savent manager. On va leur apprendre éventuellement à mener une réunion, on va leur apprendre éventuellement à conduire un entretien d'embauche ou un entretien d'évaluation annuelle, etc. Mais c'est rare qu'on leur permette de comprendre exactement quel est leur rôle, quelle est leur raison d'être, justement les former à la formation, les former au management. Donc c'est un sujet qu'on a déjà évoqué dans le passé, hein, rien de nouveau pour ceux qui nous écoutent toutes les semaines, mais c'est un sujet qui va permettre de garder l'équilibre. Et dans la formation, il y a cette formation à la culture maison, il y a ce que souvent, à la suite de Simon Sinek, on appelle le why. C'est-à-dire s'efforcer à tout moment d'avoir des collaborateurs qui soient bien conscients du pourquoi ils sont en train de travailler, pourquoi ils font cet effort, pourquoi est-ce que ça vaut le coup de se battre. Tous ces éléments-là vont se résumer dans la question de la cohérence. Vous voulez vous assurer que, avec la façon dont vous avez organisé votre entreprise, eh bien, vous êtes capable de servir votre marché. Vous êtes capable, vous avez les ressources qui sont suffisantes par rapport à votre potentiel. Donc, est-ce qu'à tout moment, les recrutements que j'ai faits vont vraiment me permettre d'atteindre mes objectifs de croissance? Est-ce que les ressources financières que j'ai vont me permettre de servir mes clients? Si vous n'avez pas cet alignement, il faut se réadapter. Il faut se réadapter son ambition. Donc là, on est dans la question de garder la vitesse. Vous êtes dans une vague, il faut que vous alliez à la même vitesse que la vague. Sinon, vous allez la dépasser ou elle va vous dépasser. Donc, on a une position d'équilibre et on a un risque de voir la vague passer. Si la vague passe, bon, il y a une perte de potentiel. On allait vachement s'amuser sur une super vague et puis on l'a ratée, flûte, elle est partie devant et tous les autres la surfent. Mais il y a aussi un risque de chute. On a prévu des stocks de dingo, on n'a pas réussi à prendre la vague et on a les stocks qui nous restent sur les bras. On a prévu que les ventes allaient se démultiplier, on a dû commencer à embaucher et on se retrouve avec du personnel dont on doit se débarrasser. Alors qu'on leur avait promis une super aventure. C'est une perte énorme. Point suivant, les gestes réflexes. Donc, le point important, c'est que vous ne pouvez pas réfléchir pendant l'action. Si vous voulez gagner une partie de golf, il vous suffit de rappeler à votre adversaire de bien faire attention à son geste quand il va taper la balle. Tu fais bien attention à bien tenir ta tête de club. Et puis, tu penses à bien faire ton transfert de poids.
et tiens, tu devrais vérifier que tu es bien aligné. On va faire en sorte qu'il mette sa conscience sur le geste et en faisant ça, il va déséquilibrer son geste. Il va trop pousser d'un côté, pas assez de l'autre parce qu'il est en train de faire attention à l'un et l'autre fonctionne en réflexe. Et sa balle va partir à droite ou à gauche. Voilà un petit truc pour gagner au golf. Mais c'est valable dans l'entreprise. Dans l'entreprise, en hypercroissance, vous n'allez pas pouvoir contrôler l'entreprise. Ça va aller trop vite. Du coup, vous êtes contraint de mettre en place un système d'autocontrôle. Vous devez faire en sorte que ce soit l'entreprise qui d'elle-même se mette sur un contrôle de ce que les uns et les autres font par les uns et les autres. Vous allez devoir aussi passer une grosse partie de votre effort sur la formation des cadres. On l'a vu, vous savez que c'est quelque chose auquel on tient beaucoup chez Melchior Chassagne. Donc, la recommandation est toujours là. Et tout ça, en fait, nous mène à la conscience de soi. Tout ça nous mène à ce besoin qu'on a d'avoir des collaborateurs qui comprennent à quoi ils servent, qui comprennent l'intérêt de leur tâche et ses limites et son potentiel. Alors, on avait parlé il y a quelques semaines de la subsidiarité, qui est cette façon de déléguer la décision au niveau le plus bas possible. Ce n'est pas déléguer, c'est de laisser la décision au niveau le plus bas possible. Et on avait dit à un moment dans la présentation, on avait parlé de la conscience de l'entreprise, du fait que vous avez des collaborateurs qui ont une compréhension du bien et du mal, qui ont une compréhension de à quel moment ils font quelque chose qui est parfait, à quel moment ils sont en train de créer un dommage à l'entreprise. Le pire, c'est d'avoir des collaborateurs qui n'en ont aucune idée, qui font les choses, qui pensent que c'est bien, mais ils n'en ont aucune idée. Et tout d'un coup, ils voient quelqu'un leur crier dessus, ils se disent « Ah, ben, ça ne doit pas être bien, mais je ne sais pas pourquoi. Peut-être parce que je portais un bonnet rouge ce jour-là. » Donc tout ça nous amène à la deuxième grande histoire de la Bible. Après la création, il y a l'histoire d'Adam et Ève. Et donc, le fruit défendu, c'est le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est pour ça que Adam va se cacher, parce qu'il réalise qu'il est tout nu, alors que jusque-là, il s'en foutait. Mon chat se promène avec les coucougnettes à l'air, il s'en moque. Il n'est pas conscient. Il ne sait pas qu'il existe. Il ne sait pas qu'il est en train de s'exhiber. Il est en train de vivre. Et tout d'un coup, Adam s'aperçoit qu'il est nu et il se cache quand il entend Dieu revenir. Et c'est pour ça que Dieu dit à Ève, tu enfanteras dans la douleur. Les animaux aussi subissent la douleur au moment de l'enfantement, mais ils ne l'anticipent pas, ils n'en ont pas peur et ils l'oublient après. Pas nous. C'est une conséquence d'être conscient de ce qu'est le bien et de ce qu'est le mal. Si vos collaborateurs sont conscients de ce qu'est le bien et de ce qu'est le mal pour l'entreprise, alors ils vont pouvoir s'autocontrôler. Ils vont pouvoir s'efforcer de faire le bien le plus possible. Dernier point, la vague, vous avez essayé de la garder pour vous. Parce qu'il n'y a pas grand-chose de plus agaçant que d'ouvrir la porte à la concurrence, que de faire un pari extraordinaire et de voir finalement des Chinois venir vous prendre la place. Mais c'est de votre faute. C'est parce que vous n'aurez pas contrôlé votre vague. Alors, je vais vous donner 2 cas d'entreprises françaises dont vous avez entendu parler qui ont ouvert la porte aux autres. Il y a un premier cas, c'est l'entreprise WeThings. J'imagine que vous connaissez WeThings. Ce sont les premiers
à avoir créé des balances électroniques connectées. Vous mettez sur la balance et elle va mesurer votre poids et l'envoyer sur Internet. J'avais fait le travail à l'époque. WeThings a lancé son produit en 2008. En 2012, j'étais allé jusqu'à 17 pages de Google en cherchant en balance connectée et j'arrivais encore sur des produits WeThings. Ça veut dire qu'il n'y a rien d'autre. Faut être clair. Si vous n'êtes pas sur les 17 premières pages de Google, c'est que vous n'existez pas. Le problème, c'est qu'en 2013, je me promène dans les rayons d'un supermarché américain. C'est une habitude que j'ai quand je vais là-bas. Et je tombe sur un stand entier de eHealth avec une balance connectée eHealth. Et puis, je vais un peu plus loin et je vois le rayon balance. Bah, vous voyez, il y a des tas de balances et celle de WeThings qui est là à 159 €, qui est la plus chère et qui sert à aider à vendre les autres, puisqu'on se dit non, je ne vais pas prendre la plus chère, je vais prendre celle juste derrière. Je ne vais pas prendre celle à 159, je vais prendre celle à 129. Voilà. La messe est dite. WeThings a laissé passer la vague. Ils ont vendu quelques vingtaines de milliers de balances. Ils n'ont pas été présents suffisamment tôt dans les grands réseaux de distribution américains qui leur auraient permis d'avoir les volumes qui fait que les concurrents n'arriveraient jamais à faire aussi bien qu'eux. Ils sont passés à côté de leur marché. Ils ont été moins rapides que la vague. Donc, autre exemple, Parrot. Parrot va sortir en 2010 le premier drone jouet. Il ressemblait à ça, il n'était pas très beau. Il y avait un espèce de protège hélice en polycarbonate ou un truc comme ça, des trucs très légers qui sont utilisés dans l'industrie automobile. Et il va réussir à en vendre 250 000 dès la première année. Donc le drone, il se contrôlait avec un téléphone mobile, vous voyez le iPhone de l'époque, et c'était une véritable révolution. Et les ventes vont augmenter, ils vont en vendre 500 000 l'année suivante, mais pas suffisamment vite. Du coup, en 2015, c'est DJI qui vend un fantôme qui est plus cher, qui est moins performant, qui est avec une caméra, au départ, une caméra de GoPro. Donc, on ne voit pas l'image en direct. Enfin, c'est beaucoup moins bien. Mais ils sont là. Ils sont dans la grande distribution. Ils ont pris la place de Parrot. Ils font aujourd'hui 2 milliards de chiffres quand Parrot en fait 200 millions. Et quand le troisième en fait 20. Donc, on a ouvert la porte aux autres. On n'a pas été capable de délivrer en temps et en heure pour des questions d'organisation, pour des questions de ressources humaines qui ne sont pas au niveau, pour des questions de financement dans le cas de WeThings. Du coup, on ouvre la porte à quelqu'un de plus malin, de plus agile, et on va le regretter longtemps. Donc, en conclusion, l'hypercroissance, c'est possible. On en trouve beaucoup, même en France, des entreprises qui ont fait de l'hypercroissance. Pour autant, c'est pas bien théorisé. Donc, il y a beaucoup de gens qui ont du mal à vous expliquer quels sont les vrais dangers de l'hypercroissance, quels sont les points d'attention sur lesquels il faut se focaliser. Deuxième point, soyez cohérent. Vous devez avoir des capacités qui doivent être en rapport avec vos envies, avec vos besoins, avec vos
potentiels. Sinon, il faut s'en apercevoir et il faut ajuster le marché qu'on cherche à viser. OK, je ne vais pas être capable de faire tous les drones grand public parce que je ne suis pas bien où tout est balance grand public. OK, je vais me mettre sur un marché peut-être plus facile à adresser pour moi, dans lequel je vais pouvoir effectivement vendre à tous les gens qui sont mon marché. Troisième point, il faut travailler l'autocontrôle. L'hypercroissance, ça va tellement vite que ce n'est pas vous qui allez être capable de contrôler les agissements de chacun des membres de votre tribu. Enfin, profitez de la vague. C'est ce que vous avez attendu depuis le début. Elle est là. Enjoy. Eh bien, merci beaucoup. Je rappelle à ceux qui sont en train de nous regarder sur YouTube qui peuvent nous envoyer leurs questions dans le chat. Je garde un œil dessus. Et pour ceux qui sont avec nous sur le Zoom, n'hésitez pas à poser vos questions à Jean-Christophe sur le chat aussi. Ou même prendre la parole si vous voulez. Alors, qu'est-ce que vous en avez pensé et qu'est-ce que vous connaissez comme entreprise de forte croissance? À quelle organisation est-ce que vous pensez spontanément quand vous pensez à la forte croissance? Voilà. Conto, l'entreprise Conto, l'entreprise De banque? ouais, pour les entrepreneurs, enfin, banque Ouais. numérique. Première suggestion. Ouais, Conto, c'est une boîte de forte croissance. On peut penser à Microsoft qui a eu une très forte croissance pendant très longtemps. Et Oui, c'est mais fini. c'est les grands, enfin, on est sur les grands. Pensez à Apple aussi qui a une très forte croissance pendant un temps, Doctolib qui a... Doctolib, c'est très intéressant parce que pendant très longtemps, ils n'ont pas eu grand-chose. Et puis, subitement, avec le Covid, c'est devenu une entreprise indépassable. Pense à Blablacar. OK. Maintenant, est-ce que vous imaginez les défis que la croissance a représentés pour chacune de ces entreprises? En fait, moi, je me demandais si les entreprises travaillaient vraiment sur leur why. Parce que c'est des choses qui sont pas forcément. Enfin, j'ai le sentiment, moi, quand je contacte ces entreprises pour les faire réfléchir là-dessus, que c'est pas toujours très intégré dans les choses. Oui, Il faut réfléchir, justement, c'est de, vrai. en termes de C'est vrai que positionnement. T'as pas entendu, Corinne? En termes de positionnement, est-ce qu'ils ont réfléchi sur leur positionnement? Est-ce qu'ils savent vendre leur positionnement en interne? Est-ce que les nouveaux collaborateurs qui arrivent au moment de la vague sont au fait des intentions et de la raison d'être de l'entreprise? Enfin, je trouve qu'il y a un peu souvent une fragilité à ce niveau-là. C'est essentiel, tu as raison. C'est le problème d'avoir des collaborateurs qui finalement finissent par venir là parce que ça a l'air d'aller bien. Et nous, on pense que ils ont compris où on allait, mais on n'a pas fait l'effort. On n'a pas fait le même effort que ce qu'on avait fait initialement d'ailleurs. Ouais, en fait, je peux me permettre, Jean-Christophe, poser une question. Oui, je t'écoute. Euh, tu dis les gens, enfin c'est important ce que tu dis, hein. Tu dis l'entreprise attire les gens parce que ça marche. Hmm. Mais les gens, ils vont dans une entreprise parce qu'ils sont payés. Donc, parce que l'entreprise fait des bénéfices, des profits. Et moi, en ce moment, j'irais plus chez Total si je cherchais du travail pour avoir un salaire. Donc, ma question, c'est, tu dis,
l'entrepreneur, il veut changer le monde et les collaborateurs veulent tout le temps faire que l'entreprise s'améliore. Mais Et, est-ce écoute, que ça pose pas des questions non, mais très simple, le Total est un très bon exemple. Aujourd'hui, Total a un mal fou à attirer les jeunes diplômés. Les jeunes diplômés qui ont le choix, eh ben, ils vont voir plutôt des entreprises qui leur paraissent plus favorables à l'environnement, plus favorables à… Donc, chez un certain nombre de grands diplômés qui ont le choix, eh ben, ils vont faire le choix d'aller dans des entreprises qui ont un, un but hors qui potentiel? leur paraît acceptable. Et donc, c'est un surcoût que doit supporter Total, un surcoût, mais aussi comment dire, un risque à terme, c'est-à-dire de ne pas avoir un management à la hauteur, faute d'avoir pu accueillir en temps et en heure les jeunes diplômés les plus brillants. Donc, c'est vraiment le sujet de on va recruter des gens qui vont venir parce qu'il y a de la lumière, eh bien, c'est souvent une destruction de ce qui a pu faire jusque-là la performance de l'entreprise. C'est souvent une perte de substance que d'avoir des collaborateurs qui finalement ne se souviennent plus très bien que non, mais quand on a créé Blablacar, c'était l'idée que les gens se parlent entre eux, profitent des voyages pour se parler, pour créer de la communauté. Et ça devient, non, non, bon, on fait juste, on réussit à faire de plus en plus de voyages et c'est ça qui est bien. De plus en plus de trajets, ça c'est bien. On en vient à se focaliser sur une performance qui nous rend comparable à SNCF au lieu d'être un truc qui est une expérience très différente. Si tu veux, le projet de l'entrepreneur, il a un sens. Toi, tu dis que l'entrepreneur, il veut changer le monde. Mais l'entrepreneur, il a un business model. L'entrepreneur, il a une vision stratégique à long terme, pas à court terme, parce que, enfin, l'entrepreneur, enfin, si tu veux, il y a deux sortes de personnes. Des personnes qui raisonnent complètement profit à court terme, et tu as des gens qui raisonnent différemment, qui sont plus créatifs dans leur tête et qui raisonnent à long terme. Qu'est-ce qui va marcher dans 20 ans? Bon, ça c'est l'idéal. Mais en fait, ce que je voulais dire par là, c'est que les collaborateurs peuvent rentrer aussi parce qu'ils ont un projet. C'est le projet pour améliorer justement le chiffre d'affaires de l'entreprise. Écoute, l'idéal, c'est que tu maintiennes chez tous ces nouveaux collaborateurs la compréhension de pourquoi leur action collective va changer le monde. Et là, le monde, ça peut être le monde de l'industrie, le monde de l'édition, je ne sais, hein, c'est pas forcément de la paix sur Terre, etc. Hein. Ça peut être un but beaucoup plus modeste que ça, mais c'est un but. Et quand tu fais ce travail-là et que tu t'efforces d'avoir des collaborateurs qui, même si on passe de 100 à 1000 collaborateurs, continuent à être bien conscients de l'objectif, continuent à être bien conscients du bénéfice que la société apporte à son environnement, eh bien, tu as un surcroît de motivation, un surcroît d'efficacité qu'on ne retrouve pas dans les gens qui viennent simplement pour faire bien leur boulot et avoir leur chèque à la fin du mois. Parce que Et c'est ça qu'on perd. Et le souvent collaborateur, ouais, souvent cet avantage qu'on avait était justement ce qui faisait la différence. C'était une raison pour laquelle on a réussi à avoir cette hyper-croissance à un moment. Et donc, on risque de le reperdre peu de temps après, faute d'avoir bien formé, faute d'avoir cherché
à continuer à transmettre au plus grand nombre. Donc, ce n'est pas soit parce qu'on n'est pas capable, en tant qu'entrepreneur, d'aller former 1000 personnes. Donc, c'est l'encadrement qu'on a mis en place. Est-ce qu'il prend ce rôle autant au sérieux qu'on l'avait pris, nous, quand on était avec une équipe de 5-10 personnes? Si tu veux, je peux me permettre d'intervenir, mais c'est la dernière fois. Par Ok, exemple, pour l'exemple de Zara, pour les oui, fringues. Tu connais très bien. la marque Zara? Bon, si tu veux, c'est un business model discount, mais en fait, le groupe Inditex, si tu veux, a comme stratégie, ils ont un investisseur, hein, à Buoche, le groupe Inditex, et avec cet argent, si tu veux, le plus dur, c'est d'avoir les 100 000 euros pour démarrer, pour couvrir tous les frais, l'équipe, etc., le marketing, la publicité. Bon, après, une fois que tu as fait ces 100 000 euros et que tu as ces 50 boutiques, après, tu peux essayer de faire 500 000 euros avec 100 boutiques. Après, tu peux essayer de faire 1 million avec 1000 boutiques. Ça Alors, n'a pas, si tu veux. je, Et je, je leur t'arrête business model, c'est je t'arrête là. fabricant et Je t'arrête là distributeur. pour bien connaître le cas Zara. Euh, Ce qui fait que Zara a pu couvrir le monde entier et être dans une des premières fortunes du monde, c'est un changement de business model par rapport aux concurrents qui justement ouvraient des boutiques et cherchaient à envoyer des collections qu'ils auraient finalement qui leur permettent de faire une économie d'échelle, c'est-à-dire tous les moyens nécessaires pour faire une collection qui s'amortissent sur un nombre de magasins le plus large possible. Donc, c'est ça qui permet d'avoir une marge dans chaque produit que tu vends qui est supérieure. Ça, ce que Zara a fait, c'est qu'ils ont dit, nous, on va tabler sur la rapidité. On va prendre des fournisseurs qui vont être le plus locaux possible et on va faire des collections qui vont être de l'ordre de 2 semaines de conception. 2, 3, 4 semaines. Et l'exemple classique, c'est l'exemple de Zara au moment du 11 septembre. 11 septembre, attentat au World Trade Center, des milliers de gens décèdent, l'ensemble de l'Amérique est en deuil, l'ensemble du monde occidental est en deuil. Qu'est-ce que fait Zara? Il prépare en quelques semaines une collection dans des gris et des noirs. Et il est capable, en quelques semaines, d'envoyer ça en boutique. Quand les gens retournent dans les boutiques pour faire des courses, ils veulent des fringues de couleur de deuil. Et les concurrents, eux, ils ont des trucs de toutes les couleurs parce que pour eux, ça allait être un automne comme les autres. Et le temps que les concurrents réagissent et envoient la collection de deuil, elle va arriver à l'hiver. Et à ce moment-là, Zara, lui, se sera réadapté parce que les gens maintenant, ils sortent un peu du deuil, donc ils voudraient des couleurs pas trop vives, pastel, mais en tout cas. Et donc, il va faire une deuxième collection de sortie de deuil pendant que les autres ont en boutique la collection deuil qui n'est plus d'actualité. Donc, ils vont gagner 2 fois de suite. Pourquoi? Alors, Parce ils qu'ils ont un gagnent modèle en qui est marge. différent. Ils Mais sont je mis connais en capacité ouais. ils sont mis en capacité à livrer rapidement. Mais je peux te dire que c'est l'investisseur qui a prêté les 100 000 euros, qui a fait démarrer Zara. Je te dis que non, parce qu'il y a plein d'investisseurs qui ont fait décoller des chaînes et il y en a une qui a gagné par rapport aux autres. Donc, ce n'est pas l'investisseur qui est l'élément différenciant. Ils ont tous à chaque fois un investisseur qui met de l'argent au début. La différence, c'est que au lieu de dire on va aller sourcer notre collection au Pakistan qui est moins cher, mais qui prend beaucoup plus de temps parce que les allers-retours avec l'usine prennent chacun des semaines et des semaines, là où l'aller-retour avec une usine qui est à un quart d'heure de là
c'est un coup de bagnole et dans la journée, on a réglé le problème. Cette différence-là, c'est une différence de plusieurs semaines dans le moment où la bonne idée qu'on a eue arrive en boutique. Donc, on peut coller à l'actualité, on peut coller avec le mood du moment, on peut renvoyer des produits quand ils ont l'air de bien fonctionner, alors qu'avec le Pakistan, ils ne savent travailler qu'avec des longues séries, etc. Donc, on a finalement l'agilité qui a prévalu face à l'économie d'échelle ou l'économie de volume. D'accord. Donc, c'est très intéressant, c'est que c'est possible de perdre cet état d'esprit, c'est possible de perdre cette idée. Et à ce moment-là, Zara deviendrait une entreprise comme une autre, ou de garder cette différence qui est de dire, je vais jouer l'agilité. Finalement, ça ne fait pas une grosse différence sur le prix parce que certes, je gagnerai quelques pourcents en faisant fabriquer dans des pays lointains, mais j'y perdrai en déchets sur la collection, c'est-à-dire en pourcentage de la collection qu'on doit mettre en solde, en pourcentage de collection qui ne se vend pas. Voilà, voilà. Donc ça, c'est une petite digression, mais c'est pour montrer que on a vu dans le passé des entreprises avec des très fortes croissances. Et finalement, quand vous regardez bien les leçons qu'elles nous donnent, c'est des leçons sur un modèle qui est pérenne, qui n'est pas un déséquilibre permanent qui fait qu'on va finir par tomber, et une prise en compte de ce que ça va demander, notamment en ressources humaines, pour pouvoir servir son marché, pour pouvoir servir ses clients. Et le défaut, c'est de laisser des concurrents s'apercevoir qu'il y a un super enjeu et eux d'avoir des atouts qu'on n'a pas, avoir du capital qu'on n'a pas, avoir des people qu'on n'a pas et donc nous passer devant sans coup férir. Voilà, voilà. J'espère que ça vous a plu, que ça a été utile et que vous allez maintenant pouvoir rentrer dans l'hypercroissance afin de servir tous ces clients qui se meurent de ne pas vous connaître.